Bonjour à tous, bienvenue dans ma chambre. Donc là, on va parler de Guarnido, donc essentiellement de Black Sad, mais un petit peu tout ce qu'il a pu faire autour. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment je l'ai rencontré. Enfin, comment j'ai rencontré Black Sad en tout cas, la BD. Et un petit peu ce que moi j'ai dans ma collection, que je trouve des pièces intéressantes. Et il y a même, j'ai reçu un truc à unboxer, donc on fera un petit un unboxing sur la fin. Et donc, on va parler, pour commencer, de ce qu'il a fait, donc de la série des Black Sad qui reste la plus connue, de un petit peu moi ce que je pense des différents épisodes, de ce que je considère comme l'évolution un petit peu de son dessin, du style, de l'atmosphère de Black Sad, pardon. Et puis un petit peu des autres projets qu'il y a pu y avoir à ma connaissance et en quoi ils peuvent être ou non intéressants. Donc déjà pour commencer, on va parler un petit peu de Guarnido pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Donc Guarnido, c'est un dessinateur, Juan José Guarnido, qui est né en 67, alors je lis Wikipédia, qui est né en 67 en Espagne. Les premiers Black Sad, donc il a bossé un petit peu pour Disney, donc par exemple sur Dingo et Max, Le Bossu de Notre-Dame, il a fait l'animation d'Hadès dans Hercule, La Panthère dans Tarzan, il a bossé sur Atlantide, et donc un peu plus tard, je vous en parle là, il a bossé aussi sur un dessin animé à son compte, on va dire, quoi. Donc en bande dessinée, la première BD de Black Sad, donc avec le scénario de Juan Diaz Canales, dont je parlerai aussi un petit peu, c'est en 2000 qu'il l'a faite. La deuxième en 2003, la troisième en 2005, la quatrième en 2010, la cinquième en 2013 et la sixième première partie l'année dernière en 2021. Donc on va en parler un petit peu de l'une et de l'autre. Alors, pour commencer, déjà sa première, la première apparition de Black Sad, donc là dont on voit la couverture ici. Là. Alors moi comment je l'ai rencontré, ça faisait longtemps que je lisais des comics, des BD, on va dire classiques franco-belges et tout ça. Mais c'est la première fois que j'ai eu un pote qui était vraiment à fond dans les BD et qui avait une vraie connaissance de ce qui sortait à l'époque, donc autour de 2000. Le premier truc qu'il m'a conseillé de lire, c'est commence par Black Sad. C'est un truc de ouf, quoi. Et en termes de dessin, en termes d'ambiance, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. À l'époque, comment dire, je l'ai pas pris pour un truc aussi exceptionnel que je dirais pour moi c'est devenu aujourd'hui, parce que je me disais qu'il y aurait certainement plein d'autres mecs à bosser comme ça. En fait, il y a le dessin, il y a la colorisation, le choix des ambiances de couleurs et compagnie, ce côté cartoonesque que je pense qu'il a eu aussi en partie en bossant justement sur du dessin animé. Tout ce côté-là, j'ai du mal à le retrouver dans d'autres dessinateurs, en tout cas en franco-belge. Donc pour moi, ça reste quand même un dessinateur assez unique. Donc la première BD, donc la couverture ressemble à ça et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc là, c'est la première page à votre gauche et une page que je trouve particulièrement belle à droite. Donc ça s'ouvre comme on voit que ça s'ouvre, donc comme beaucoup de films. Donc c'est une ambiance noire, une ambiance dans le genre film noir, hardboiled et compagnie, avec un détective et tout ça. Si on regarde un petit peu, on se rend compte que son masque de visage, on va dire, sa couleur de visage, sa façon dont c'est fait, c'est un hommage à Batman. Il y a même des moments où on le voit qu'en ombre, où c'est clairement la silhouette de Batman, quoi. Et il a choisi, donc ils ont choisi, Guarnido et Canales, de faire des personnages, donc des animaux anthropomorphiques, histoire de montrer tout de suite les, comment dire, le caractère des personnages grâce à leur design et à l'animal qu'ils avaient choisi. Et donc bon bah pour un détective, un chat noir qui porte malheur, machin et tout ça, enfin bref, tout est très symbolique là-dedans. Et vous voyez en bas, dans la première page, la dernière case de la première page, on voit un flic qui doit être commissaire, enfin c'est un grade, c'est un des patrons des flics, quoi. C'est un berger allemand. Donc tout est dans cette symbolique-là. Donc à droite, on voit, je ne vais pas vous raconter trop l'histoire,
C'est une histoire donc assez classique dans le scénario, mais dans le traitement, pas forcément autant que ça. Mais enfin, et ça se passe dans les années 50 et des brouettes. Et donc à droite, on voit, il y a eu bagarre et il a fini par réussir à sauver sa vie en tuant. Même c'est même pas lui qui le tue d'ailleurs. Enfin, il y a le mec qui venait pour le tuer qui est mort et qui était une espèce de lézard. Et ce côté hyper cinématographique d'utiliser une plongée comme ça, bah, où on voit presque où la caméra elle serait planquée et tout ça. Enfin, ça donne un dynamisme. En lisant ces BD, moi j'ai l'impression de lire un dessin animé, un petit peu comme quand je lis certains types de comics, bah, comme quand j'avais parlé de mince, de Black, non pas Black Sad, de Ramos, de Humberto Ramos. Pareil, qui a un côté très dynamique dans le dessin. Bah, Black Sad, ça se lit un petit peu pareil. Si on le lit relativement vite, on a presque l'impression de voir les choses bouger en direct. C'est très un dessin, c'est pas une photo. Un dessin, c'est une scène, quoi. Donc ça, je trouve que ça marche très très bien. Donc dans le premier est très noir avec une intrigue qui est assez triste même, où on va avoir pas mal de flashbacks sur. Donc dès le début, il y a une femme qui meurt que Black Sad connaissait, sans rentrer trop dans les détails. Il va avoir pas mal de flashbacks de cette meuf-là pendant le bouquin. Et c'est personnel pour lui, c'est un petit peu comme Chinatown, le film, ça va aller assez haut dans les sphères du pouvoir. Il se rend compte que ceux dont il espère se venger, ou en tout cas du fameux crime qu'il essaie de résoudre, il se rend compte au bout d'un moment que c'est des personnes très très haut placées. Donc est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce que le flic qui est donc quelqu'un qui connaît va pas lui mettre des bâtons dans les roues, machin et tout ça. Donc tout ça, c'est les enjeux de la première BD qui reste relativement classique dans son traitement. Une histoire noire, triste, donc Black Sad. Pour moi, c'était très évident. Et c'est sans doute une de mes préférées en termes d'ambiance. Et c'est sûrement aussi bonjour Arkham. Et c'est aussi comment dire, une des plus typiques. Donc pour moi, c'est un super bon point de départ. Et quand on aime les romans noirs ou les détectives hard-boiled, un petit peu tout cet état d'esprit-là, Black Sad, c'est un must-have. En tout cas, au moins la première BD. Ça risque d'être compliqué de pas se mettre à la suite quand on a lu la première et qu'on aime bien la BD. Donc ensuite, ils ont sorti un peu plus tard donc Arctic Nation. Et là, on passe tout de suite sur. Donc, à chaque fois, les BD se suivent dans l'histoire, mais sont indépendantes l'une de l'autre au niveau de la quête qu'il a à faire, on va dire, quoi. Et donc, Arctic Nation, donc la première était très noire, la seconde est blanche. C'est certainement une thématique qui est voulue, qui est réfléchie, hein, surtout connaissant les bonhommes. Et donc, Arctic Nation, c'est un truc qui va parler de ségrégation raciale. Donc Black Sad qui est un Afro-américain puisqu'un chat noir, et tout un tas d'animaux qui vont être ou blancs ou noirs. Donc on va avoir un ours polaire et compagnie. Les Indes fourbes, c'est merveilleux, on va en parler. Et justement, en quoi je trouve qu'il y a une évolution et que les Indes fourbes, pour l'instant, c'est un des piliers de cette évolution-là au niveau de Guarnido. Mais oui, c'est super. Et donc Black Sad, bah du coup, Arctic Nation, je te le conseille si tu as lu que le premier, parce que c'est encore une fois une histoire relativement classique sur le racisme et compagnie, avec bah, beaucoup basé sur la réalité, sur les choses qu'on peut voir, quoi, en fait, dans notre monde, qu'on a pu voir à cette époque-là, en tout cas. Donc il y a une histoire avec des Black Panthers, avec des, comment on appelle ça, le Ku Klux Klan, ou un truc équivalent, en tout cas, vont être donc des animaux à fourrure blanche, qui sont racistes, d'animaux noirs. Donc il y en a aussi qui sont noirs et blancs tachetés, et donc qui sont considérés comme des métis. Donc comment dire, la métaphore, le fait d'avoir choisi des animaux, ça prend tout son sens en fait à ce moment-là. Et c'est assez cool. Et donc les dessins à l'intérieur ressemblent à ça. Donc déjà on voit qu'il y a un peu plus de couleurs. Il y en a déjà un petit peu dans la première, mais il y a un peu plus de recherche, je dirais, sur les
contrastes, les trucs comme ça. Donc comme tout à l'heure à gauche, c'est la première page. Et pareil, ça s'ouvre direct sur une scène d'action, sur un des trucs qui va lancer son enquête à lui. Et donc on voit là, il y a un mec, probablement un noir qui a été pendu. Et donc toute l'histoire va se baser sur cette recherche-là, donc de ce qu'on voit à droite, de qui est dans le Ku Klux Klan. Encore une fois, c'est des gens assez puissants. Donc c'est des gens, ça va pas être facile de les faire tomber particulièrement. Il y a entre eux une quête de qui va être le plus puissant, une bagarre un petit peu. Et là, on voit justement un moment où le chef est en train de se faire plus ou moins détrôner. Encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui s'y passe, mais le thème, donc blanc, noir, donc dans les couleurs, dans le thème du, comment dire, dans le thème qui est abordé, et dans l'ambiance, c'est déjà quand même, bon, c'est lourd parce que c'est des trucs qui sont lourds, mais c'est moins renfermé sur soi-même, c'est beaucoup plus, on va voir des moments extérieurs avec de la neige, des grands espaces et compagnie. Donc c'est déjà un peu moins suffocant. Et on sent que on est déjà plus autant dans ce côté New York enferme tout et tout ça. Donc le deuxième, encore un peu classique. Donc le troisième, qui s'appelle Âme Rouge, lui il va parler donc encore une fois la couleur de la BD, la couleur de la couverture, le thème. Donc là, ça va parler de nucléaire, hein, on voit bien les petits symboles. Donc c'est à l'époque de la guerre froide, de l'équipe de la terreur, où les ricains, ils avaient très peur des communistes, du rouge, et de ce que pouvait, de ce qui pouvait apparaître comme, comment dire, comme danger à l'époque vis-à-vis du nucléaire, quoi. Et donc, la BD de Black Sad, ça va se baser sur une histoire d'espionnage. Et en même temps, ça va aussi aller beaucoup parler de l'histoire de l'art de cette époque-là, de à quel point il y avait des artistes. Donc là, ça parle d'un peintre. Et donc il y avait des artistes qui étaient plus ou moins engagés à gauche à l'époque. Donc pour les Américains, tout de suite, c'était des cocos. Et donc à quel point il fallait s'en cacher, que certains artistes connus et comment dire, aller à fond dedans et montrer à fond leur opinion politique et tout ça, mais que c'était dangereux pour eux. Donc il y a cette chasse, la fameuse chasse aux sorcières, le macartisme et tout ça là, et en même temps ce côté peur du nucléaire, espionnage. Donc c'est pour ça là je vous ai mis donc encore une fois la première page à gauche qui comme souvent commence directement par de l'action et où on voit bien justement à quoi ça peut servir l'anthropomorphisme de montrer tout de suite les caractéristiques, comment dire, mentales des personnages, leur état par rapport à la gueule qu'ils ont, quoi, avec le lapin qui se met à courir. Bref, très symbolique encore une fois. Et donc à droite, l'autre page, on voit bien le. Donc j'ai choisi celle-là parce que c'est un moment où justement on va voir, donc là ça doit être le président des États-Unis, le coq, hyper sérieux, machin et tout ça, hyper égotiste et compagnie. Et on voit la salle de guerre de l'époque, les missiles, le côté crise de Cuba, tous les symboles sont là, quoi. Et on voit encore une fois il y a une gestion des couleurs pour les ambiances qui est hyper prononcée. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus sur quand on parlera des bouquins qu'il a fait ensuite, qui expliquent justement comment il est venu à choisir tel ou tel type de couleur. Donc la BD d'après, là on part sur le thème du bleu. Donc l'enfer, le silence. Donc cette BD là, elle va parler beaucoup donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans déjà. Et c'est un moment où Black Sad est en vacances plus ou moins. Enfin en tout cas, il va faire une enquête loin de New York. Il se met un peu au vert. Et comment dire, c'est plus gai. Il se passe des trucs vraiment affreux parce qu'il y a quand même, pardon, une histoire d'artistes maudits, de drogue, d'une femme enceinte qui se fait abandonner, donc des thèmes qui sont quand même violents, durs. Mais Black Sad,
Salut Yann. Black Sad, il est comment un peu brinque-ballé là-dedans, mais on le sent moins. Déjà, c'est moins personnel, ça le touche pas comme les deux premières ou même un peu la troisième. Et c'est plus enjoué, c'est plus coloré. Pour moi, c'est beaucoup moins claustrophobe. Oui, c'est peut-être même un hommage, hein. Il est très référencé, l'œuvre de Black Sad, donc c'est peut-être un hommage à la fiche de Vertigo que je n'ai pas en tête là. Et donc le bleu parce que la Nouvelle-Orléans, la flotte, on le voit là en train d'essayer de se noyer, enfin en train de se noyer plus ou moins. Et, euh, et comment dire, le silence parce que ça parle d'artistes encore une fois, mais là c'est de la musique parce que la Nouvelle-Orléans, de toute façon, c'est très musical comme ambiance. Et donc c'est très coloré, ça se passe en partie pendant le carnaval, et donc on va voir là les premières pages. Et c'est là qu'on voit tout de suite, pour moi, par rapport au BD d'avant, on comprend tout de suite le côté, la couleur avance au fur et à mesure de l'histoire de Black Sad. C'est quand même beaucoup moins sombre et l'histoire aussi est moins sombre. Donc là, on voit bien, il y a une histoire de prêtresse vaudou, d'un mec qui est malade qui se fait soigner dans un truc parce qu'il y a une grosse histoire du vaudou à la Nouvelle-Orléans aussi. Et ça reste sombre, mais l'état d'esprit, pour moi, les couleurs reflètent beaucoup l'état d'esprit de Black Sad. Et là, Black Sad déjà fait son deuil un peu plus ou moins de l'histoire un peu triste qui lui est arrivée dans le premier tome et dans les suivants aussi. Et on sent que plus ça va, plus c'est comment dire, de l'action, plus que du hard boil, plus que du roman noir et tout ça. Donc à droite, on voit un moment où il est en train de poursuivre donc quelqu'un qui s'échappe et qui est masqué dans le dans le carnaval, parce qu'il y a un carnaval très connu à la Nouvelle-Orléans. Et moi, ça me fait beaucoup penser à une scène dans un James Bond, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a ce côté-là, et oui, ça fourmille de détails, ça fourmille de couleurs, et ça, on en parlera. Bah, surchargé, je pense que c'est voulu, justement. Autant à gauche, ce qui est voulu, c'est pour ce côté bordélique d'un endroit où il y a une meuf qui fait du vaudou et qui a tout son petit boui-boui, quoi. Donc je pense que ça c'est voulu pour cette côté gauche. Et pour le côté droite, bah, ça fourmille de détails parce que ça fourmille de gens, de bruit, de tout ce qui se passe autour de lui et qui fait il est en train de se balader là-dedans. Donc je pense que c'est surchargé, comme tu dis, parce que il est censé lui être surchargé, être comment dire, se retrouver bousculé par tout ce truc-là, se retrouver. Bah, il cherche un personnage donc qui est habillé en rouge. Il croit le retrouver et il est tombé sur cette meuf-là qui a sûrement bu, qui l'embrasse et puis hop. Et tu vois, il est perdu dans la foule en fait, quoi. Et pour moi, de ce côté hyper vivant, avec plein de personnages, avec des couleurs, des machins et tout ça, cette BD-là, elle commence à l'apporter. Celle d'avant, peut-être un petit peu aussi, mais cette BD-là, elle commence à l'apporter un côté plus tranquille, plus agréable dans la vie de Black Sad. Donc, même si encore une fois, ça reste une histoire policière, donc des meurtres et compagnie, quoi, et des trucs pas forcément cool. Dans l'ensemble, c'est une BD qui est plus ensoleillée, on va dire, quoi. Donc celle d'après, qui est la suite directe, donc qui s'appelle Amarillo. Donc là, la couleur, vous l'avez deviné, c'est jaune, hein. Donc on commence à découvrir un peu un pattern dans la façon de gérer les thèmes par des couleurs. Et donc Amarillo, bah, en fait, une fois qu'il a fini son enquête à la Nouvelle-Orléans, où il se passe pas mal de trucs, des trucs de son passé qui ressurgissent un petit peu et tout ça, mais je vous laisserai le découvrir. Bah, il faut qu'il retourne à New York, il a plus trop de pognon, donc bah, il cherche une manière de rentrer. Elle est magnifique cette couverture. Cet album-là, il est vraiment très beau. Et on voit même les nuages, les ombres des nuages dans le fond que je trouve ça marche trop bien, quoi. Enfin bref. Et donc il a besoin d'un moyen de locomotion pour rentrer sur New York et il croise
un mec un peu pété de thunes qui a besoin, lui, de renvoyer sa voiture à New York, mais qui peut pas y aller lui-même. Donc il va dire à Blacksad, bah écoute, tiens, je te paye pour ramener la Mario à New York, et comme ça, donc la Mario, la belle bagnole jaune que vous voyez là, l'américaine, là, et il faut qu'il la ramène jusqu'à New York. Donc ça arrange tout le monde, c'est parfait. Et donc, comme vous voyez, cet épisode-là, on est tout de suite sur du soleil. Tout se passe déjà quasiment en plein air, en soleil, comment dire, en plein été et en pleine journée aussi, quoi. Et donc déjà, ça ouvre sur une image, donc je trouve le côté réflexion et tout ça, encore une fois, un truc très cinématique, mais ça marche trop bien. Et donc, bah, très coloré, très lumineux. Ah ouais, mais sauf que Renard, Yann, je suis désolé, mais Renard, c'était moche. c'est, 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 ça faisait une tête de renard posée sur un corps d'homme, alors que là, même dans la morphologie, bon, ceux qu'on voit là sont pas hyper parlants, mais même dans la morphologie, tous les personnages sont un petit peu différents, ils sont beaucoup plus cartoonesques. J'ai du mal à le mettre au même niveau que moi, Renard, mais ça reste le même principe. On prend des animaux pour symboliser des caractères, quoi. Et donc sur la page de gauche, encore une fois, on plonge dans l'action directe. C'est ce qui va représenter ces personnages-là sont hyper importants pour ce qui va être la vraie enquête, le vrai scénario. Mais à côté de ça, en fait, très vite, Black Sad va se faire voler la Mario. Et donc je vous dis pas dans quelles circonstances. Et donc il se retrouve avec un mec qui est un peu embrouilleur comme ça, à faire du stop, à rencontrer du monde et à essayer de trouver, comment dire, bah, un moyen de récupérer la bagnole. Et donc il y a un moment par exemple où il va croiser des motards. Et donc tout le monde a peur à l'époque. Aux États-Unis, les Hells Angels, c'était des gangs, machin et tout ça. Et donc lui, il se retrouve à se lier d'amitié un petit peu avec ces mecs-là, à avoir une bécane qu'on lui prête parce qu'il y en a un qui s'est pété une jambe, donc il peut lui prêter sa bécane. Et les mecs, les pas Hells Angels, mais je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est un gang de motards quoi, vont l'aider à essayer de retrouver la Mario. Et c'est un road trip quoi. Là où le 3, enfin celui d'avant, donc le quatrième, c'était plus un film d'action, ou le troisième, c'était plus un film d'espionnage. Bah là, c'est plus un road trip. Donc on sent qu'à chaque fois, ils essayent d'avoir un côté cinématographique qui correspond au film qui se base sur cette époque-là. Donc là, fin des années 50, on commence à s'approcher des années 60, je pense, quoi. Mais on reconnaît tout le temps la saveur, en fait. Oui, l'effet de l'eau, et à savoir que lui ne travaille pas en numérique ou quoi que ce soit. Et tout est de la peinture, quoi, en fait, tout bêtement, et ça marche tellement bien, quoi. Mais on va en parler un peu plus tard parce que il a fait deux bouquins qui expliquent justement comment il gère ses couleurs, comment dire, il fait ce genre de rendu-là, en fait, quoi. Aquarelle. Les bouquins s'appellent l'histoire des aquarelles, mais il me semble pas que ce soit des aquarelles. Il me semble que c'est plus compliqué que ça, mais on va aller regarder. Donc le dernier bouquin en titre, le sixième si je me trompe pas, qui s'appelle Alors tout tombe, première partie. Bah, il revient sur New York justement, donc l'histoire de la Mario est terminée et compagnie. Bonjour Norman. Oui, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment un de mes dessinateurs préférés, Guarnido. Et donc Alors tout tombe, qui est sorti l'année dernière, donc on a très hâte du prochain, mais évidemment ça va prendre quand même quelques années à faire. Euh, on retombe sur un côté ambiance noire, même si c'est moins glauque, moins triste, ça reste voilà une aventure plus sombre. On retourne un peu aux premiers amours, au premier épisode de Black Sad, qui a une vingtaine d'années maintenant, hein, le premier tome. Et même au niveau de l'histoire, on va reboucler un petit peu sur sa première enquête. Donc je veux pas, encore une fois, pas trop vous spoiler pour que vous gardiez la surprise, mais il y a des personnages qui ont une importance dans le premier, qui vont en avoir une dans le second également, enfin dans le dernier en date également.
C'est aussi une histoire sur un puissant qui a besoin, enfin qui va faire des saloperies pour gagner du pognon, quoi. Et donc tu as toujours ce côté-là, un petit peu lutte des classes qui est caché dedans, quoi. Et comment dire, et ça a un côté un peu Chinatown parce que c'est des mecs, c'est sur des histoires de terrain et de construction et tout ça. Donc je pense que c'est un clin d'œil assez évident. Et ça commence à être l'époque où il y a des hippies, où il y a des comment dire une sorte de rébellion, où, euh, où, comment dire, les flics sont un peu plus autoritaires et les gens se laissent moins faire. Donc tu as des histoires de plus ou moins d'émeutes. Là, par exemple, ça commence par un espèce de comment dire de théâtre en plein air au milieu de Central Park qui va se faire virer par des flics. Et, euh, et on a ce côté-là, début d'une rébellion en fait, quoi. Donc le monde continue d'avancer. Et en sachant que Black Sad, qui lui s'en fout quand même un petit peu, va se retrouver par la force des choses à comment dire à devoir gérer un petit peu ça, quoi. Donc c'est la dernière en date qui se termine sur un gros cliffhanger qui fait bien mal quand on a vraiment envie de savoir la suite, mais qui évidemment, bah, on le saura dans, j'espère, 2 ans, et au pire 5, 6 ans, quoi. Allez, 2 ou 3 ans, ça serait génial. Ça va dépendre de s'il a d'autres projets. Parce que entre toutes ces BD-là, il a fait pas mal d'autres projets. Donc là, on va d'abord parler de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, il a fait, après Âme Rouge, donc après le 3e tome, il a sorti ce bouquin qui s'appelle L'Histoire des aquarelles, qui parle de comment lui, donc il va parler des 3 premiers tomes sur ce tome-là de l'histoire des aquarelles, sur comment lui il construit une ambiance visuelle, comment il gère ses peintures, donc ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, par exemple, comment il fait pour qu'on arrive à voir ces effets de transparence, de couleur, de lumière et tout ça, comment éclairer quelque chose et que tu as l'impression d'avoir une lumière blanche, alors qu'en fait, euh, ça peut pas être une lumière blanche. C'est dans une atmosphère orangée, donc pour avoir du blanc, il va faire un marron très pâle, tu vois. Et ben, il explique tout ça. Il montre dans ces bouquins-là comment il a conçu ces histoires, enfin ces trucs-là. Et quand on aime bien son dessin, c'est vraiment très très intéressant. Donc il y en a eu 2 d'histoire des aquarelles pour l'instant. Donc la pochette, on dirait celle du 1, mais en fait c'est la version faite à l'aquarelle. Alors que la pochette du 1 était beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus finie et tout ça. Donc hop, pareil, ce qu'on voit là, hein. Et donc dedans, il explique, voilà, il va parler de ce que lui il appelle ses maquettes couleurs, il me semble. Et en gros, on va voir donc plusieurs fois les petites vignettes en dessiné très simplifié et tout ça, mais c'est pour tester ces différentes palettes de couleurs pour voir ce qui marche le mieux. Donc là, par exemple, il explique que pour un combat de boxe, donc qui se passe avec un gorille, il a besoin de lumière blanche très. Et ben justement, là, il ne va pas le bannir le noir et le blanc. Il va aller chercher. Là, il a besoin d'une couleur très très blanche électrique, qui est pas naturelle du tout, donc qui n'existe pas vraiment dans la nature. Et il a cherché beaucoup de blanc bleuté, et en fait, il s'est rendu compte. Il lui a fallu un peu de moment, d'après ce qu'il dit, pour se rendre compte que ce qui marchait le mieux pour rendre ce côté blanc, flash et compagnie, c'était de garder la page blanche telle qu'elle est. Et que c'est avec les différentes couleurs qu'on allait mettre à côté, donc par exemple des teintes bleutées, des teintes très, très sombres et tout ça, bah là on a un blanc qui flash, quoi, en fait. Et donc on trouve, bah, suivant ces ambiances qu'il veut mettre, bah, il va faire des différents tests de la même image mais avec des couleurs différentes, quoi. Et ce qu'il explique, c'est que des fois, dans ces petites vignettes-là, qui, bon là, je peux pas vous les montrer si précisément que ça, mais dans ces petites vignettes-là, des fois, il y en a qui rendent mieux que le rendu de la case finale, où le dessin est beaucoup plus propre, mais où il a
pas autant réussi à rendre un truc. Donc, il explique aussi que par exemple là, le personnage, c'est un personnage qui est vert, enfin bleu verdâtre. Et ce personnage-là, bah, pour pouvoir lui donner un côté vert bleuté dans une ambiance orange, bah, en fait, on a l'impression de voir du bleu, alors que c'est une forme de marron. Mais en contraste avec les autres, on va avoir cette sensation-là. Et donc, c'est ce personnage-là, il l'explique bien, donc le fameux lézard qu'on voyait tout à l'heure, que lui, suivant l'ambiance où il est, on a l'impression qu'il a toujours la même couleur, alors qu'en fait, c'est jamais la même couleur qu'il prend pour pouvoir le faire. Donc là, on a tout ce travail. Les couleurs sont somptueuses. Hein. Il y a des moments où ce qui se dégage d'une scène, rien que par les couleurs, ça marche de trop, quoi. Donc pour moi, si vous avez kiffé, les personnes qui ont kiffé Black Sad, qui se demandent comment ça se fait que ce type, ça marche aussi bien et tout ça, et à quel point il travaille son sujet, en fait. Je vous conseille les histoires des aquarelles, et je dis bien les parce qu'il y en a eu deux. Il en a sorti une juste aussi après L'Enfer, le Silence, la BD bleue. Et il y a même comment, un étui qui est sorti, qui avait eu le bon goût, au lieu de nous mettre les deux et d'être obligé de racheter les deux, de mettre que la deuxième dedans et un espace vide pour la première. Donc les gens qui s'étaient déjà acheté la première pouvaient acheter la deuxième et, euh, et avoir leur petit truc collector. Ça m'a fait très plaisir, c'est pas souvent. Et donc, bah, ça va être le même principe, sauf qu'il considère qu'il a encore des choses à dire, et ça tombe bien puisqu'il en a sorti d'autres. Oui, moi je trouve très, très impressionnant ce mec-là. Et il est assez humble en plus. Et donc, encore une fois, on voit les différents tests couleurs sur la même. Hop, hop. Et on a l'impression qu'il a juste baissé la lumière, alors qu'en fait, il a changé toute sa palette de couleurs. Et donc, il nous explique tout ça. On doit faire des tests sur des parures de fourrure de guépard, parce qu'il y a dans cet épisode-là, dans celui qui se passe à l'Enfer, le Silence, le bleu, il y a un moment où il y a une espèce de stripteaseuse guépard et tout ça, et justement, elle passe d'une couleur à une autre assez facilement suivant les éclairages. Et donc, bah, c'était assez important de lui trouver un léopardage, une pétigrure de léopard. Mais comme je disais au début, tu n'as peut-être pas vu le début, mais il a bossé avec Disney. Donc, poser de la lumière en mouvement sur des personnages, il sait faire. Et c'est pas pour rien qu'il arrive à ressortir ça. Et là, tu vois, par exemple, donc là, c'est encore une fois un des côtés pas fini de dessiner et tout, juste test de couleur. Mais je sais pas si ça se voit très très bien. Ah ouais, puis en plus, c'est sur mon petit. Attends, je vais agrandir l'image. Hop, salut. Voilà, là, on va voir un peu mieux. Mais tu vois ce côté ombre projetée par-dessus. Et là, c'est pas les cases finales, hein, c'est vraiment des tests couleurs, quoi. Pour moi, là, ça marche trop trop bien. T'as l'impression de voir du mouvement là où il y en a pas, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, puisque moi, c'est ça que je cherche, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est du mouvement. Du mouvement dans le dessin, cette impression de pas être sur une image figée, mais de voir une scène se dérouler sous mes yeux, quoi, en fait. Donc ces deux-là, pour ceux qui ont aimé Black Sad, veulent poursuivre l'expérience Black Sad, mais et veulent du collector, mais pas forcément juste histoire de dire j'ai un truc à mettre dans ma collection. Ça se lit vraiment, ça a vraiment un gros intérêt à être lu. Et donc je le conseille beaucoup. Donc les deux histoires des aquarelles, qui doivent se trouver maintenant en pack de deux directement. Je sais pas si ça c'était pas un peu collector, mais ça doit pouvoir se trouver. Ouais, mais c'est basique. Moi, la finale, la façon dont il travaille en rajoutant des couches et des machins, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le gros de son boulot pour moi, ça va être de choisir des palettes de couleurs, les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est un vrai travail. Ça a l'air facile vu comme ça, mais c'est très compliqué. Et donc ça, c'était par rapport à Guarnido, donc comment lui il a travaillé sur les Black Sad, sur la colorisation des Black Sad, même plus que sur le dessin, parce que bon, sur le dessin, il y
n'y a pas grand-chose à en dire, il dessine très bien. Mais je vois pas ce qu'il pourrait nous expliquer là-dessus. Mais par contre, il y a quand même eu, avant tout ça, dès la sortie du premier, il me semble, entre le premier et le deuxième, il y a eu un bouquin qui s'appelle donc Les Dessous de l'enquête, dont vous voyez la pochette. Et Les Dessous de l'enquête, lui, ça parle plus de la scénarisation, de la mise en scène. C'est beaucoup plus classique, mais on voit par exemple le tout début, donc je vais vous agrandir encore. Hop. Les premiers tests de ce que pourrait donner Black Sad plus tard, alors que ça fasse le focus. Donc avec un dessin pas du tout le même. Ça, c'est Canales, donc comment dire, le scénariste qui avait fait des petits crobards pour montrer ce qu'il voulait. Donc là, on va avoir un peu de tout. On va avoir des interviews, ils vont nous parler un petit peu de leur comment dire, de ce qui les a de ce qui les a inspirés, sur quel film ils se basent et compagnie. Il parle un petit peu de ces tests de couleurs, mais vraiment vaguement parce qu'il savait pas encore qu'il allait faire l'histoire des aquarelles. Et il y a quelques petits crobards, quelques petits tests couleurs, des euh, des essais pour la future couverture. Donc pour moi, c'est surtout ça moi que j'aime bien, c'est avoir des crobards de ce qu'on va voir après. Ça, c'est la page en dessinée avant qu'elle soit finalisée, qu'elle soit peinte, tout est retouché, enfin tout été peaufiné. Donc avec les fameux filtres bleus, enfin avec les couleurs bleues, parce que les crobards se font beaucoup comme ça pour une technique d'impression derrière et tout ça que je maîtrise pas, qu'on m'avait expliqué, mais dont je me souviens pas. Donc je vous dirai pas de bêtises. Et donc là, on voit qu'il y a quasiment tout le premier épisode en crowbar. Enfin, il y a une bonne partie du premier épisode en crowbar, en test couleur, où il explique à chaque fois, là, ce qu'on voulait, c'était montrer tel truc, justement, tous les détails de mise en scène sur. Ouais, tout est très très référencé, hein, surtout dans le premier, je dirais. Et donc, surtout la fin du premier. Si tu le lis, tu vas comprendre ce que je veux dire par là, par rapport à la fin du premier. Et donc, ce truc-là, les dessous de l'enquête, c'est vraiment très intéressant. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent un par bouquin, mais à la finale, je pense qu'ils avaient plus grand-chose à dire derrière. Après, c'est comme quand on regarde un film avec les commentaires du directeur, en fait. On voit, enfin du réalisateur. On revoit la BD avec les mecs qui nous disent ah ouais, alors là on a mis la caméra à tel endroit parce que ça faisait penser à tel truc et tout ça. Donc c'est intéressant, mais est-ce que ça avait vraiment un intérêt de le faire pour tous les bouquins? Eux ont considéré que non, en tout cas. Et ça finit sur plusieurs trucs faits par d'autres dessinateurs, des petits hommages et tout ça, comme on voit souvent dans les comic books, des couvertures alternatives par des potes, des machins comme ça, quoi. Hop là. Donc ça, c'est Black Sad, les dessous de l'enquête, qui est un des premiers trucs qui est sorti sur Black Sad, qui donc pour moi était assez indispensable, mais j'ai beaucoup plus appris de choses, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de regarder, de lire les deux histoires des aquarelles, qui sont beaucoup plus intéressants en termes de peinture, on va dire, quoi. Et c'est quelque chose qui me parle. Donc, hop. Ensuite, alors pendant qu'il faisait Black Sad à côté, il a fait un truc qui s'appelle Sorcellerie, dont j'ai le premier tome, et j'ai appris en faisant cette vidéo, donc en cherchant des images et des machins, qu'il y en avait eu 3 tomes. En sachant que ça a été un semi-échec, je pense pas que ça a bidé tant que ça, mais ça a pas marché autant que Black Sad. C'est des personnages plus humanoïdes qui n'ont pas du tout ce côté anthropomorphique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à voir Guarnido que en mode il dessine des chiens, des chats et compagnie. Alors qu'en fait, lui non, il peut dessiner beaucoup d'autres choses. C'est Black Sad, les chiens, les chats. Alors ça, c'est une BD beaucoup plus pour les jeunes. C'est une BD avec des gags. Comment dire, même les dessins sont bons.
des lignes claires, des choses comme ça. Donc ce que moi avec un pote on appelait les dessins poète-poète. Mais en gros du dessin ça veut pas dire que c'est plus facile à faire. Hein. C'est juste que c'est plus caricatural, plus cartoonesque. Et donc oui, c'est pensé plus pour les jeunes, mais je pense qu'il aurait aimé que son public le suive, alors que son public l'a pas vraiment suivi. Donc c'est pas le même scénariste non plus, évidemment, c'est pas du tout le même genre. Mais et donc on voit, hein, c'est beaucoup plus des gags en une page. Il y a une histoire quand même qui suit. C'est pas du bout débile, pardon, mais ça reste beaucoup plus des gags, de l'humour, quoi. Et en sachant que donc moi j'avais que le premier et j'ai longtemps cru qu'il y en avait qu'un parce qu'on en a très peu entendu parler finalement. Et finalement, il s'avère qu'il y en a au moins 3 tomes, donc c'était cool. J'ai encore des choses à choper de ces Guarnido. En sachant que même si j'aime beaucoup et de toute façon je collectionne tout ce qu'il fait parce que voilà, je suis collectionneur dans l'âme. C'est une BD que je serais content de lire et compagnie. Je la mets pas au même niveau que Black Sad non plus, mais je serais très content d'avoir de la nouveauté à me mettre sous la dent. Ce côté cartoon est là, ce côté comment dire vivant, mouvant de l'image est là quoi. Et donc ça c'est sortilège. Et oui, moi je suis très collectionniste, même si c'est moins les films et compagnie que mon cousin. Donc derrière, donc ça c'est ce qu'il a fait donc pendant qu'il faisait Black Sad, il avait sorti ça. À un moment, il y a je saurais plus dire exactement. Il me semble que c'est 2014. Alors je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Animation. Freak Kitchen en 2014, c'est bien ça. Donc en 2013, il avait fait un Kickstarter auquel j'avais participé parce que je voulais gagner des petits trucs et des petits machins et que j'étais très content parce que il voulait faire un dessin animé pour un groupe de rock qu'il connaît. Moi, le rock un peu énervé, je connais très très mal et je connais pas ce groupe-là qui s'appelle Into the Freak Kitchen ou un truc comme ça. Ah, je vais peut-être dire une bêtise. Et donc un groupe que lui, elle appréciait beaucoup. Little Kevin, j'en parlerai sans doute à un moment de Coyote. J'adorais ce qu'il faisait, Coyote. C'est une grosse perte pour moi. Le dessin était super. Et justement, avec ce côté cartoon, donc je ne trouve pas que c'est complètement déconnant ce que tu dis. Little Kevin a un côté un peu cartoon et puis ce côté rock aussi. Et puis bah là, le motard avec la grosse beubare. Mais bref. Et donc, Into the Freak Kitchen, c'est donc un projet qui a été kickstarté. Et le but, c'était de faire un clip à un groupe de rock. Mais sauf que comme c'est un groupe qui est pas expressément connu, qui a pas, qui va pas avoir de clip produit par sa maison de disques avec du pognon et tout ça, bah, ils ont pas eu les moyens par la maison de disques, qui a pas pu leur payer parce que c'est de la pub finalement un clip pour un groupe. Et donc la maison de production a pas pu payer un clip, et donc ils en ont fait un Kickstarter. Et donc qui a marché, qui a suffisamment fonctionné pour que le clip se fasse. Sauf que ils se sont rendus compte une fois que le clip a été fait et que la machine était lancée et tout ça, que bah ils avaient eu de quoi se payer pour créer le clip, mais qu'ils allaient rien en retirer sur le long terme parce que c'est pas un truc qui produit de l'argent en fait le clip. Ça aide à vendre un disque, mais c'est pas quelque chose qui est producteur d'argent. C'est à pure perte que ça se fait quoi. Donc, en tant que salarié dessinateur sur le projet, j'imagine qu'ils ont quand même fait qu'ils ont fait leur beurre sur le temps où ils travaillaient, mais derrière, ils en tirent rien. Quoi. Donc, du coup, ils ont fait un bouquin, un beau livre qui, comment dire, qui résume un peu cette histoire-là. Donc, moi, en faisant le Kickstarter, j'ai eu le droit à deux, trois petits trucs que je vais vous montrer, inédits, mais bon, qui sont pas exceptionnels, mais bon, ça fait content. C'est la petite preuve que tu as participé à la fabrication de ce truc-là. Donc des petits trucs qui avaient été signés hop là, par Guarnido et différentes personnes qui ont fait partie du projet. Donc j'imagine certains autres artistes qui étaient sur le projet. Et un petit truc de sketch de personnage qui n'a pas grands intérêts. Mais au moins une petite signure pour me prouver que j'avais fait partie du truc, j'étais content. Mais là où j'étais encore plus content, c'est que moi je vais assez souvent à Angoulême avec un pote, avec des potes.
Et il y a eu une année, donc pendant, enfin, à chaque fois que j'ai été à Angoulême, je voulais croiser Guarnido, lui demander un autographe, enfin lui demander une dédicace et compagnie. Mais c'est très compliqué. Ça marche très très bien. Et, et du coup, il y avait tellement de monde que soit il y a des années où en fait ils ont tiré au sort des gens, fallait faire la queue pour avoir un ticket où tu étais tiré au sort et il y en avait genre une dizaine qui pouvaient avoir leur machin et tout ça, mais enfin c'était quasiment impossible. Une deuxième année où c'était juste une queue de malade, mais il fallait se lever à 6 heures du mat ou une connerie comme ça, enfin c'était de la folie pour pouvoir le voir. Donc bah, comme moi en plus j'étais pas tout seul, et puis on avait envie de profiter de notre journée, on n'a pas fait ça. Audincourt, petit festival, mais aussi réputé qu'Angoulême. Bah, moi, pourquoi pas, mais faut pas que ce soit plus loin qu'Angoulême de chez moi, quoi. C'est où Audincourt par rapport à la France? Donc bref, quand j'étais à Angoulême, j'attends ta réponse. Quand j'étais à Angoulême, à un moment, je suis tombé sur un petit stand qui était pas dans le coin principal et qui avait une image Freaky Project et tout ça. Donc je m'arrête en me disant, et c'était vers la fin du festival en plus, hein, le dernier jour. Moi, j'avais déjà dépensé pas mal de sous dans différents trucs. J'avais déjà fait mon deuil de croiser Guarnido et tout ça. Et, et donc je tombe sur un mec assez jeune qui présente un bouquin, donc ce gros bouquin-là. Et donc je m'arrête devant, puis bon, bah, j'ai le petit sourire du ouais, je connais déjà Freaky Project puisque j'y ai participé via le Kickstarter et tout ça. Et donc il commence à me faire le speech, mais je lui fais ouais, mais je connais déjà le projet. J'ai participé au Kickstarter, donc c'est cool, je suis content de voir le bouquin, puis je commence à feuilleter le bouquin qu'il avait en présentoir. Et je commence à le feuilleter, et bah voilà, t'as des super artworks. C'est un beau livre, quoi. On sent que justement, pour pouvoir rentabiliser, ils ont fait un beau livre qui coûte une cinquantaine d'euros, il me semble, et qui explique donc la genèse du projet, qui te montre pas mal d'images du clip, d'images du moment où ils étaient en train de bosser dessus. Et je pense que Guarnido, ça devait lui faire plaisir aussi de revenir à du dessin animé, qui est quand même son premier boulot, quoi. Mais en étant libre de faire ce qu'il voulait au lieu de bosser pour Disney, quoi. Donc ça reste un super beau livre et tout, mais en fait, il était sur le présentoir et le mec me dit c'est le dernier. Là, tu vois, c'est le dernier que j'ai. C'est celui qui a été mis en présentation, donc il n'est pas en état de nickel, hein. On sent qu'il a été tripoté, il est un peu gras et tout ça. Il était comme ça quand je l'ai eu. Et il m'a dit c'est le dernier qui me reste. Là, si tu me le prends, moi je remballe, tu vois. Et je lui fais bah ouais, je serais chaud et tout, mais bon, 50 balles, je te dis, c'était en fin de festival, donc ça pique un petit peu quand même, quoi. Et il me fait, et en plus, celui-là, je suis content de le vendre à un mec qui a fait partie du projet, machin et tout ça, parce que comme c'est celui qui était de présentation, il est dédicacé, signé avec un beau dessin et tout ça, quoi. Et là, du coup, bah ouais, je lui rends. Je lui fais, bah ouais, mais non, moi, à 50 balles déjà, j'avais peut-être pas les, enfin, j'avais à peine les moyens. Alors, s'il est dédicacé, et puis à Angoulême, tout ce qui est dédicacé coûte vachement cher, quoi. Et là, le mec, il me fait, ah ben non, mais je te le fais au même prix, c'est juste que t'as de la chance, t'es arrivé le dernier, donc t'as eu le seul volume qui est dédicacé. Donc là, je l'ai repris, 50 balles, hop, je lui ai donné ces 50 balles, et trop joie, j'ai pu avoir ma dédicace. À l'époque, en plus, j'avais les cheveux longs, donc il y a plein de gens qui pensaient que c'était moi qui l'avais dessiné. Enfin, moi qui avais été dessiné. Et ben, j'ai eu ma fameuse dédicace, même si c'est pas moi qui l'a dédicacé directement. J'ai ma petite dédicace de Guarnido pour un projet qui me tenait à cœur, et en même temps que le bouquin, qui est déjà un gros collector. Donc, bah voilà, hyper content, vachement plus intéressant que le petit truc que j'avais eu avant, qui était déjà dédicacé, mais qui était juste souvenir, quoi. Que là, c'est un vrai beau bouquin que je suis content d'exposer, quoi. Et donc, bah, j'ai eu la seule version dédicacée, donc je suis quand même très content de cette histoire-là. Mais j'avais toujours pas rencontré Guarnido. Et l'année d'après, ou peut-être encore l'année d'après, il avait sorti Les Indes Fourbes. Donc là, on va parler des Indes Fourbes. Ah non, attends. D'abord, je vais vous montrer un petit extrait du clip animé. Donc, vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet si ça vous intéresse de le voir en entier. C'est Freaky Project ou Into the Freak Kitchen, mais en tapant ça, vous tomberez dessus, Guarnido Freak Kitchen.
Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, mais sans le son, parce que je sais pas du tout si j'ai le droit de montrer, si j'ai le droit de mettre du son et compagnie. Donc, on va pas chercher les embrouilles, d'autant qu'en plus, enfin voilà quoi, si j'ai pas les droits, j'ai pas envie de les piquer. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble en mouvement, ce fameux petit dessin animé, quoi. Alors, hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Et donc on va continuer de causer un petit peu pendant ce temps-là, parce que de toute façon il n'y aura pas la musique. Mais là on voit encore une fois tout ce côté jouer sur les lumières, sur les couleurs, sur les machins. Donc là avec les sens, enfin le métal en fusion et tout ça, moi je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Donc là il n'est pas en qualité formidable, hein, j'ai pu récupérer que ça. Mais sur YouTube il y a moyen de l'avoir en très bonne qualité et on reconnaît à fond sa patte quoi. Alors ouais, Norman, t'as essayé de mettre un lien. Malheureusement, c'est pas moi qui choisis et je crois pas que t'aies le droit de mettre des liens. Je suis même pas sûr que je puisse en mettre dans le chat. Eh ben, c'est très malin de ta part. Après, faut aimer le métal. Moi qui suis pas fan du métal, ça, je trouve que ça s'écoute. C'est même assez agréable, mais je connais pas particulièrement le groupe, hein. Mais par contre, le clip, bah, vraiment trop cool, quoi. Et puis j'ai ce petit côté, bah, je suis content, quelque part, c'est en toute petite partie grâce à moi qu'il existe ce clip, donc content. Donc Yann, tu t'es remis en dessin, un carton à dessin bien rempli. Bah, moi, je dessine très mal. C'est peut-être pour me venger de ça que je collectionne beaucoup de BD, mais je dessine très mal. Je peins un petit peu, et donc avec en utilisant, comment dire, ah bah oui, le métal c'est très très complexe, j'en suis parfaitement conscient. Ma sœur, elle aime beaucoup le métal et elle s'y connaît très très bien. Moi, je connais pas assez bien pour vraiment en parler, quoi. Et donc, comment dire, oh, Norman, je pense que ça reviendrait très très vite. Si tu as beaucoup dessiné, tu t'y remets et ça viendra. Et puis en plus, aujourd'hui, on peut très facilement avoir des cours, des trucs pour nous apprendre. Et je pense que c'est plus facile de se remettre au dessin aujourd'hui que ça l'était il y a 15-20 ans, quoi. Mais moi, du coup, comme je sais pas dessiner, j'ai un pote qui dessine très bien. On avait commencé à essayer de faire une BD et tout ça, mais enfin, c'est compliqué. Mais comme je ne sais pas dessiner et que j'aime bien peindre, bah souvent je vais prendre des images, les transformer un petit peu, soit les projeter avec un petit vidéoprojecteur que j'ai, soit comment dire, les décalquer tout bêtement quoi. Et avec ces techniques-là, plus de la peinture, faire des trucs que j'aime bien faire quoi. Tiens, salut Gilles. Il n'y avait pas d'heure, oui, je l'ai mis un peu plus tard, je savais pas trop à quelle heure. On a commencé vers 19h30, un petit peu après. Mais tu pourras voir le début sur YouTube si ça t'intéresse, parce que je mettrai mes vidéos sur YouTube. Donc bonjour aux gens de YouTube. Donc là, on est en train de regarder le clip de Guarnido, enfin Guarnido entre autres, hein, mais sans le son, tout bêtement, parce que droit d'auteur et compagnie, j'ai pas envie de risquer ce genre de truc. Mais là, on voit à quel point ça déchire son dessin, quoi, tu vois, en fait. À quel point ça bouge et tout ça. Donc c'est une histoire de fric et tout ça. Mais voilà, ouais, ces moments-là où on a l'acier fondu qui bouge de partout et tout, je trouve que ça marche trop trop bien. Oui, oui, bah, en plus c'est du métal et je pense qu'il y a ce côté-là, il y a ce côté, bah, tu vois, le métal, de la musique métal, du métal en fusion, le côté freak show, et tu vois là c'est des cascadeurs de partout, puis ils sont sur une espèce de vache en métal et tout ça. Donc on se rend pas compte à quel point c'est du boulot de faire autant de dessins pour 4 minutes de clip. Et encore une fois, c'était pas un truc c'est pas un truc qui va passer au cinéma ou quoi que ce soit, qui va rapporter de l'argent. C'est un truc qui est fait à perte pour la promotion d'une musique, quoi. Donc, et oui, 24 images par seconde, et encore ça reste, ça se discute. C'est pas, il y a 24 images par seconde,
Est-ce qu'il y a 24 dessins uniques par seconde? C'est autre chose. Il y a différentes calques et donc tu peux avoir un tout petit bout de l'image qui change sans être obligé de redessiner tout à chaque fois. Donc voilà, le fameux clip Into the Freak Kitchen. Donc si vous voulez aller le voir, je mettrai sûrement le lien dans la description de la vidéo YouTube. Mais sinon, vous tapez Freak Project ou Freak Kitchen Guarnido et vous pourrez trouver assez facilement ce clip-là. Donc hop, on va repartager les diapos. Hop là. Voilà. Donc Into the Freak Kitchen, une petite parenthèse. Enfin, pour moi, une petite parenthèse. J'imagine que pour eux, ça a été quand même beaucoup plus du Hellboy. Bah, j'aurais aimé. En toute franchise, moi, ce genre de dessin-là enfin, ce genre de bonhomme-là avec ce genre de dessin-là, moi, j'aimerais bien. Mais il a déjà ses propres projets et je pense pas qu'il est du tout dans l'industrie du comic book, ce qui est encore une autre industrie par rapport à la BD franco-belge. Et on le rappelle, il est espagnol. Et là, on va arriver sur un truc que tout à l'heure, alors je sais plus qui m'a dit, que je dise pas de bêtises, Arkham m'avait dit, il m'avait parlé des Indes fourbes. Et les Indes fourbes, il me semble que c'est le truc que j'avais mis après. Hop là. Voilà. Donc les Indes fourbes, un des bouquins relativement récents qu'il a fait. C'est pour moi, à ma connaissance, l'avant-dernier qui est sorti. Donc qui est un gros bouquin en comment dire un tome assez épais et c'est un one shot et c'est sur l'histoire de la vie d'un petit gosse des rues plus ou moins un peu arnaqueur qui va se balader donc à l'époque des conquistadors, de la découverte du Nouveau Monde, machin et tout ça, et qui va embrouiller un petit peu tout le monde jusqu'à monter assez haut, puis se faire casser la gueule encore une fois, et remonter, et il se déguise, il embrouille tout le monde et tout ça. C'est assez rigolo. C'est très connu en Espagne, chez nous beaucoup moins, parce que en gros, c'est d'après un bouquin, une histoire qui existe déjà. Bah, je suis même pas sûr parce que tu vois, c'est la seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de Segovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, inspiré de la première telle qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de Querido y Villagas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juanabad. Voilà. Donc t'en sais autant que moi. Et donc celui-là, donc qui est avec des humains, pas du tout animalisés ou quoi que ce soit, mais avec un dessin très très proche de ce qu'il y avait dans Black Sad, beaucoup plus que Sortilège. Et il est juste trop beau, quoi, en fait. Pour moi, c'est un des plus beaux, même si j'adore Black Sad, les Indes fourbes, c'est un des plus beaux qu'on trouvera. Donc on retrouve ces personnages très très cartoon, très comment dire, très visuellement, très expressifs. C'est pendant l'époque des conquistadors, mais l'histoire se base pas là-dessus. C'est vraiment, enfin, c'est l'important, c'est pas ça. C'est l'important, c'est ce personnage-là qui arrive à embrouiller tout le monde, qui arrive à, comment dire, à romancer sa vie et à, comment dire, ouais, à embrouiller tout le monde, mais tout le monde est content, quoi, en fait. C'est un type, c'est un peu comme comment il s'appelle, le film de Tim Burton, Big Fish, tu vois, avec un mec qui te raconte des trucs totalement improbables, mais tout le monde est pendu à ses lèvres et ils essaient même pas de savoir si c'est vrai ou c'est faux. En fait, on s'en fout. Et donc, le bouquin est vraiment, oui, c'est plus qu'un prétexte, c'est un contexte en fait. Bah, pour les Indes, pour ce qui pensait être les Indes à l'époque, en fait, il va aux États-Unis, il va en Amérique, quoi. Il suit les conquistadors pour essayer de trouver l'Eldorados, et comme beaucoup, il se casse les dents et comment dire. Et ben, j'ai pas envie de trop vous en dire. Et c'est toute sa vie, du moment où il est gamin, qu'on voit sur la première page, là. Et il pourrait ne pas partir. Non, non, il part. Il part, il se retrouve dans la cordillère des Andes et tout. Il y a même un moment. Donc, évidemment, il y a plein de moments où c'est lui qui raconte. Et quand c'est lui qui raconte, tu sais pas s'il raconte la vérité
ou si ce que lui dit. Et donc il y a un moment où il découvre les cités d'or et tout ça, et ça donne une double page. Il faut absolument que je vous la montre. Elle est magnifique. Mais j'avais pas envie d'écraser mon bouquin en scannant une double page, hein. Mais c'est juste, faut que je la retrouve. Mais ce moment-là, ça claque tellement, quoi. L'arrivée à l'Eldorado. Ah voilà, on y arrive. Donc hop, on va agrandir. C'est dans le sens. Et donc là, et franchement, là, à la webcam, les couleurs font pas hommage aux vraies couleurs qu'on voit dans la BD. Et donc là, plus il se rapproche d'Eldorado, plus il commence à y avoir des couleurs dorées un peu partout et tout ça. De plus en plus de couleurs. Et paf! Et moi, là, pour moi, grosse claque, hein. T'as l'impression que ça brille tellement il arrive à gérer ses couleurs. C'est bon là encore une fois, hein, ça marche pas aussi bien vu en webcam comme ça que quand t'as la page devant la gueule, quoi. Mais t'as presque l'impression de voir vraiment du doré, alors qu'évidemment c'est du jaune, du marron et différentes couleurs, quoi. Mais ça marche tellement bien, quoi. Et donc comme beaucoup de BD, donc là c'est Airol, Airoles, je sais pas comment ça se prononce, qui fait le scénario. Et, pour moi, c'est une des meilleures œuvres dessinées de Guarnido. Franchement, c'est superbe. Donc c'est une seule BD qui est assez épaisse, hein, on va pas se mentir. Et en un seul tome, si pour moi quelqu'un qui s'en fout un peu de Black Sad, mais qui aime bien le dessin, celle-là vaut vraiment le coup. En plus, il y en a. Ouais, voilà, t'entends les sons, elle est très sensitive cette BD, plus que du Black Sad ou des trucs comme ça. T'as l'impression d'avoir le mec qui te cause, qui te raconte son histoire à côté. Et la fin est assez cool. Toi qui aimes bien en plus le côté historique des choses, ça parle des différents rois d'Espagne. C'est à mon avis assez référencé. Il y a certainement des références que tu auras que moi j'ai pas. Celle-là, je peux te la conseiller vachement. Et que par rapport à du Black Sad, où il y a 6 tomes de sortie à récupérer, bah celle-là, c'est un tome, c'est une histoire complète et tout ça. C'est un bel objet, donc, euh, donc cool. Et donc l'année où celle-ci est sortie, j'ai encore été à Angoulême en me disant, allez, j'arrive à voir Guarnido et me faire dédicacer un truc. Donc à savoir qu'à Angoulême, pour se faire dédicacer quelque chose, il faut acheter une BD, évidemment. Je me suis dit, bah, dans le pire des cas, je devrais la racheter. Et puis, mais évidemment, c'était encore hyper compliqué de le voir et trop de monde partout, machin et tout. Bon, donc on fait notre machin. À Angoulême, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs chapiteaux, on va dire, enfin plusieurs ailes différentes dans différents bâtiments, quoi. Et il y a donc le bâtiment des gros éditeurs, mais il y a aussi les trucs des plus petits éditeurs, et ça peut être par exemple des éditions spéciales de BD qui ont été éditées chez quelqu'un d'autre. Donc par exemple, celle-là, elle est éditée chez Delcourt. Donc il va y avoir Guarnido qui va faire des dédicaces au stand Delcourt à telle heure, machin et tout ça. Mais elle a aussi été éditée en format beaucoup plus grand, qui doit faire presque une fois et demie la taille de celle-là, quoi, en très très grand, et en édition limitée, machin et tout ça, chez un plus petit éditeur, par exemple, oui. Et donc chez ce plus petit éditeur, il y avait il en restait plus, hein. Quand je suis arrivé, il était en train. Donc, il y avait un type qui était derrière, en train de faire des dessins sur une première page immense, donc du coup des immenses dédicaces. Et le bouquin devait coûter 70 ou 90 balles, enfin une folie, hein, j'avais pas du tout les moyens de me l'acheter. Mais je vois, et puis je regarde le type, et puis je regarde son dessin, et je fais bordel, c'est Guarnido. Qui était juste là, dans un tout petit stand, avec pas plein de millions de personnes autour, parce que de toute façon, il y avait très peu de gens à savoir qu'il était là. Et en gros, ils avaient dû avoir une
trentaine de bouquins à vendre. Et lui, du coup, dans le week-end, il a fait une trentaine de dédicaces sur ces bouquins-là. Et au lieu de les faire dans sa chambre d'hôtel et puis de ramener les 30 bouquins, il les faisait sur le stand, mais il y avait personne. Donc, il y avait deux, trois personnes comme moi qui regardaient et qui le regardaient en train de faire et tout ça. Puis, j'étais là, j'étais à me demander, ouais, quand même, bon, même si c'est 100 balles, ou enfin, je sais plus combien c'était, mais c'était très, très cher, quoi. Et ça les valait, mais c'était très cher. J'étais là, j'étais, ouais, bon, à me tâter, à quand même vouloir, quoi. Et je finis par lui faire, ouais, enfin, je sais plus comment je lui dis ça, mais en gros, que je serais moitié tenté. Il me fait, ouais, mais de toute façon, il y en a déjà plus. Donc, bon, bah, au moins, c'était clair, quoi. Mais du coup, j'ai pu lui serrer la pogne, parce que moi au début j'osais pas trop, mais il y a mon pote qui me fait ah, bah, attends, ça fait 5 ans que tu nous fais chier avec Guarnido, maintenant tu es en face de lui, donc tu lui serres la pogne et tu lui causes quoi. Donc j'ai fait bonjour, puis je lui ai serré la main, puis je lui ai dit ouais trop bien, j'aime trop ce que vous faites. Donc j'ai été très original évidemment. Je lui ai parlé de Freaky Project, que j'avais déjà un truc de lui parce que Freaky Project, il m'a fait ah bah là c'était le bon moment pour nous, comment dire, pour nous aider. C'est le moment où on avait le plus besoin d'aide et tout ça, donc j'étais content. Et puis voilà, on a pu discuter un petit peu, vite fait, lui dire que bah, moi j'attendais qu'un dessin animé Black Sad. Si on pouvait avoir un dessin animé Black Sad en comment dire, en long métrage, je serais comme un ouf quoi. Mais bon. Hein, on peut rêver. Et les fleurs du mal, oh, je sais pas. Moi, je trouve que plus ça va, en fait, moins c'est sombre. Je pense qu'il a moins envie de faire des trucs dark et edgy, tu vois. Donc les fleurs du mal, je sais pas si c'est quelque chose qui le tenterait. Tu vois, ça part de plus en plus vers le côté aventure, pas humour, mais un peu moins sombre et tout ça. Donc je pense qu'il est dans une démarche inverse, lui. Sa vie, ça va bien, donc il n'a pas forcément envie de faire des trucs glauques, quoi. Donc voilà, les Indes fourbes, très 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 conseillé, même dans sa biblio, qui est déjà je conseille tout, mais ça c'est sûrement celui que je conseille le plus pour ceux qui n'ont pas encore. Un jeu de rôle Black Sad, tu veux dire un jeu de rôle jeu vidéo ou un jeu de rôle jeu de papier? 34 € sur le site de la Fnac, de quoi donc les Indes fourbes? Parce que si c'est la BD Les Indes fourbes, ou le jeu de rôle papier? Ah, jeu de rôle papier, pardon. Alors, je confonds tout. Donc, jeu de rôle papier, eh ben, écoute, j'irai voir ça. Parce que ça peut être intéressant. Encore faut trouver des joueurs, mais ça m'intéresse. Ne serait-ce que pour ma collectionnite. Oui, oui, je comprends, mais. Et puis, tu vois, c'est pas résumer le poème en un dessin. Oui, oui, mais les Indes fourbes, le bouquin que j'ai vaut pas plus cher. Hein. Il devait déjà coûter ce prix-là, neuf, à l'époque où il est sorti. C'était vraiment une édition beaucoup plus grande, limitée et tout ça, qui coûtait très très cher. Et que, à mon avis, tu ne trouveras pas si facilement que ça à la Fnac. Et en plus, se la faire dédicacer, bon courage. Donc tout ça, c'est ce qu'il a fait jusqu'ici, en sachant que donc le dernier Black Sad en date est plus récent que les Indes fourbes. Et je pense qu'il bosse déjà sur le deuxième tome de Black Sad. Et donc, moi, avec mon papa, très souvent, on va dans les magasins. Donc, j'habite près de Nantes, donc on va à Nantes, dans les magasins de bouquins d'occasion, et on regarde. J'ai un calepin avec ce qui me manque dans mes différentes séries de BD. Et donc, à un moment, je tombe dans un de ces magasins-là, sur un truc ici. Donc, ce que je vous montre sur votre image. Mais il y avait un petit autocollant qui m'a intrigué. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est marqué par le dessinateur de Black Sad. Je fais, tiens donc. Donc je regarde un peu mieux la pochette, je fais, oh, bah oui, on dirait bien du Guarnido. C'est quel tome ça? Ah oui, donc il y a eu 4 tomes futurs, 4 tomes présents, 4 tomes passés. Je fais, mais je suis passé complètement à côté de ce truc-là de Guarnido, moi. Et en fait, non. Il y a eu donc 3 fois 4 tomes de cette BD-là sur le passé, le présent, le futur. Et ça, c'est un truc qui se passe après. Bon, c'est une histoire de voyageur dans le temps, donc, mais ça se passe après les histoires normales. Eh ben, je n'en sais rien.
Et laisse-le tranquille, le pauvre. Et donc, je commence à ouvrir, à regarder un petit peu, et puis donc le dessin est quand même plus. Donc, je vais vous montrer, parce que celle-là, j'en ai quelques-unes de pages. Hop là. Le dessin est quand même un peu plus grossier, je pense que c'est le style qu'il voulait donner aussi, et donc encore une fois des humains, mais on reconnaît bien, donc là, dans la gueule du mec qu'on voit en haut à droite, là, on reconnaît bien son style et tout ça, mais c'est quand même moins fouillé que peuvent être les Indes fourmes, machin et tout ça. Donc c'est une histoire donc qui est basée sur le reste de la série Voyageurs, mais qui est quand même non, c'est pas que le dessin est plus grossier, c'est qu'il y a des plus gros traits. Et je pense que ouais, c'est voulu que ça fasse plus dessin animé, mais je trouve ça moins fin. Et tu vois là, il y a beaucoup moins de, ça fait beaucoup moins, comment dire, peinture, les couleurs derrière. Donc pour moi, ça reste moins parfait au niveau du dessin. Mais voilà, les visages sont toujours aussi expressifs. L'histoire, en plus, c'est dans le monde moderne, et pour l'instant, bah, c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu de lui, on n'a jamais eu le monde moderne. Donc, bah, c'était assez cool. J'ai fait, bon, bah, écoute, je me la fais. Puis c'est une histoire qui se fait en une seule. C'est des personnages qu'on est censé connaître du reste de la série, mais ça reste une histoire autonome. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, je regarde, bon, elle est en bon état, elle est d'occasion, elle est à 7 euros. Et bordel, elle est dédicacée. Donc là, je me dis, oulala, le magasin de BD d'occasion n'a pas vu cette page où elle est dédicacée. Donc bah, moi, je vais lui donner mes 7 euros. Et hop. Et donc, bah, troisième dédicace. Alors que celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir, hein. Donc bon, bah écoute, content, parce que même si cette BD, c'est pas celle que je préfère de Guarnido, on va pas se mentir non plus. Bah hop, petite dédicace pour cette balle. J'en espérais pas tant, donc j'étais très content. Et ça, je l'ai eu il y a quoi, 2 ou 3 mois, quoi. Cet été en tout cas. Donc j'étais très content, super bonne surprise. Vroom, Creek, oui, il y a du sang. Et donc pour finir, donc ah si, il y a quand même un truc que je voudrais vous montrer, donc c'est pas directement Guarnido, c'est l'autre type de Black Sad, c'est-à-dire Diaz Canales. Lui aussi a fait d'autres trucs, il y en a très peu que je connais, mais il y en a un sur lequel j'étais tombé, qui s'appelle Au fil de l'eau. Donc c'est le dessin de Canales et le scénario de Canales. Donc ceux qui aiment vraiment Black Sad vont quand même kiffer, parce qu'on retombe dans l'univers sombre, le côté très Black Sadien. Mais par contre, on tombe sur des dessins que je trouve beaucoup moins beaux. C'est du noir, du blanc et compagnie, hein, mais qui restent des super dessins, hein. J'aimerais bien dessiner comme ça. Mais ça ressemble à la patte de justement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la première fois quand il avait fait des crobards pour Black Sad, en fait, et qu'il avait dû les montrer à Guarnido. Et donc ça reste très bien mis en scène. C'est une histoire complète qui suffit en une seule, assez épaisse et tout ça. Donc une belle petite BD, quoi. Donc, comment dire, que alors soit les gens ont vraiment kiffé ce genre de dessin, machin et tout ça, ce que je comprends complètement. Soit les gens qui sont fans de Black Sad, bah, non seulement ça rentre dans la collectionnite évidemment, mais en plus, bah, ça permet d'avoir une autre approche de ce scénariste-là, qu'est-ce qu'il fait aussi en dehors de Black Sad, quoi. Donc pour moi, ça faisait partie de ma collecte autour de Black Sad, même si c'est pas du Guarnido et que c'est surtout Guarnido qui m'intéresse. Et donc, après, il y a eu un jeu vidéo. Aïe. Alors le jeu vidéo. Bon, bah c'est une sorte de point and click moderne, jeu d'aventure. Je l'avais eu à un moment sur PC, je l'avais pas eu très cher, quoi. Et décevant. On va pas se le cacher. C'est dans la veine, c'est l'esprit. Après, je vais te mettre le générique du dessin animé, enfin du jeu vidéo, si tu veux.
Donc c'est là dans la veine du premier épisode. C'est d'ailleurs il y a beaucoup de personnages qui ressemblent beaucoup à des personnages du premier, mais comme si on les avait pas rencontrés dans le premier. Donc c'est une histoire un peu à part et tout ça, une enquête. Mais donc c'est un jeu qui est microïde et il n'est pas exceptionnel comme jeu. J'ai pas été très très loin dedans. Mais en toute franchise, même s'il n'avait pas été mieux en termes de jeux vidéo, mais que les graphiquement, ils s'étaient fait un peu plus chier au niveau de la direction artistique, pas que ce soit plus beau techniquement, je veux dire quoi, mais juste que qu'on s'emmerde un petit peu plus pour respecter la patte. Alors il est sur Xbox 300, je sais pas. Non, je pense qu'il est sur la dernière Xbox puisqu'il était sur PS4. PS4, ouais, PS4. Donc il doit être sur l'avant-dernière Xbox, la One. Mais il est sur PC, il doit pas être très très cher et en toute franchise, il doit être trouvable, si tu vois ce que je veux dire. Mais bah, si t'aimes bien les jeux d'enquête, d'aventure, machin et tout ça, il doit être correct. Mais quand tu t'attends au graphisme, ou en tout cas à une direction artistique poussée pour rendre hommage au dessin de Guarnido, c'est forcément décevant. Là, on en voit une petite image ici, là. Ah, attends, je vais virer ma gueule. Un peu là. Donc on envoie une image ici. Et ça, il fallait être plus, pour moi, il fallait être plus ambitieux dans la direction artistique, pas forcément dans la qualité graphique, vraiment dans la direction artistique. Qu'on voit le côté peinture, qu'on voit le côté un peu caricature, un petit peu cartoon, un peu déformé, tout ça. Non, là, c'est rigide, voilà, pour moi, c'est ce qu'il fallait pas faire, quoi. Donc, bah, je l'ai jamais fini ce jeu-là, mais il y avait ce côté-là, ce truc-là, c'est-à-dire une édition collector. Et bon, déjà, il y a la collectionnite, hein, mais en plus, bah, les statuettes Black Sad, c'est compliqué. Il y en a très peu qui sont sortis. Il y a eu une série de bustes qui sont sortis, qui sont difficiles à trouver, coûtent 40, 50 euros pièce. Et donc, dans ces bustes-là, tu en as plusieurs de personnages secondaires qui sont toutes super belles, hein. Les bustes à 50 balles, là, ils sont très très beaux. Et tu en as deux de Black Sad, une où il est en normal et une où il a la gueule défoncée, puisqu'il se fait défoncer dans le premier épisode. Non, le passage au pixel se passe pas toujours bien, mais pour moi, quand tu adaptes une œuvre graphique, bah, le seul truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est les graphiques. Et là, ils ont fait, bah, on vous l'a mis en 3D, ça vous va, c'est bon. Et puis c'est une histoire d'enquête, alors vous avez fait un jeu d'enquête, bah, c'est bon. Ouais, ouais, mes couilles. Mais bon, bref, là, donc je parlais de la version, comment dire, la version collector, qu'on trouvait à 80-100 balles quand elle est sortie, je crois, ou un truc comme ça, quoi. Donc avec le jeu dedans, plus quelques trucs, dont une statuette. Et les statuettes Black Sad, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas si évident à trouver. Donc bah moi, j'étais moitié chaud pour me choper la machine juste pour la statuette. Mais quand même, foutre 100 balles et des brouettes dans un jeu dont je me branle juste pour une statuette et deux trois goodies, j'étais pas chaud quoi. Mais le jeu est pas terrible. Donc les gens revendent leur collector. Et j'ai même trouvé la collector en version neuve, cellophanée, machin et tout ça, à moins de 60 balles. Bah donc j'ai craqué. Et je l'ai reçu la semaine dernière et je vous attendais pour l'ouvrir. Donc on va voir. Je sais pas si je pourrais la vendre plus cher. Comment dire, les bustes, oui, probablement. Mais l'édition collector, je sais pas, parce que ça reste quand même sur le jeu et que le jeu a vraiment pas trop trop marché. Et donc moi j'ai juste ouvert le plastique pour vérifier que tout était bien dedans, enfin que la boîte était bien dedans. Mais on va faire un petit unboxing. Donc la boîte du jeu Black Sad. Ah, j'ai essayé de faire un truc un peu plus, comment dire, un peu plus intéressant pour vous. Donc un unboxing, je trouve que ça rentre un peu dedans. Donc hop, la fameuse boîte.
Et donc les personnages, d'après ce que j'en vois, ça mélange un petit peu tout, parce que là, on retombe sur le gorille boxeur du premier. Hop, là, ce personnage-ci, il ressemble beaucoup. Je l'ai pas vu dans le jeu, hein, parce que j'ai pas été jusque-là, mais ce personnage-là, il ressemble beaucoup à un des Black Panther dans le deuxième. Là, on tombe, comment dire, on tombe sur un des personnages qui est, il me semble, le patron d'un bar dans le premier volume. Enfin, ils ont été rechercher des personnages et il me semble même pas qu'ils aient le même rôle. C'est comme si c'était des acteurs qui jouaient un autre rôle, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, évidemment, le jeu en édition collector, donc avec un espèce de petit, je sais plus comment on appelait ça à mon époque, un hologramme là, avec le truc avec l'image qui bouge en fonction de la machine. Donc que j'ai pas encore ouvert, qui est pour PS4, ça tombe bien. Mais bon, faudra quand même que je le joue un de ces jours. Mais ce que j'aimerais bien, tu vois, par exemple, c'est pouvoir le jouer en stream justement ce jeu-là. Et pour l'instant, bah, je peux pas. Donc je vous mens pas, hein, pour l'instant, c'était pas encore ouvert, je l'ouvre tout juste. Et donc là, il y a quelques petits artworks, il me semble. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Ah, il y en a quand même pas mal même, hein. Hop, donc, bah, en gros des cartes postales, quoi. Mais des cartes postales qui sont pas que sur le jeu, heureusement. Ouais, donc il y a les couvertures des différents tomes, en bonne qualité, hein. Des petits tests de couleurs des couvertures, donc comme on voyait tout à l'heure pour les couleurs, là, pour l'histoire des aquarelles. Ouais, il y a une carte pour chaque tome et un test couleur pour chaque tome qui sont sortis. Donc ça, c'est pas dégueulasse comme petit truc collector. Bon, c'est pas pour ça que je chope le truc, quoi. Et après, il y en a beaucoup sur... Ah, donc les personnages en version 3D comme dans le jeu. Mais il y a aussi des petits essais en 2D. Donc ce personnage, lui, il est inédit, hein. Je l'ai jamais vu dans une des BD. Mais des petits tests. Et donc là, c'est ce que ça donne une fois en 3D. Donc oui, franchement, là, je suis plutôt, comment dire, plutôt content, surpris en bien de ce petit truc-là. Donc là, on voit encore une fois un artwork. Et ce que ça donne une fois en 3D. Donc ça, c'est assez cool. Et après, bon, des artworks des différents endroits du jeu. Donc on va éviter de trop se spoiler. Ah, donc le artwork et la version 3D, encore une fois. Et donc il y en a quelques-uns comme ça, donc on va éviter de se spoiler tout le jeu aussi. Mais ouais, c'est assez cool comme petit truc, en sachant que c'est pas ce que j'attendais. Moi, c'est surtout la figurine qui m'intéresse. Hop, et ici. Mais c'est des trucs que je vais pouvoir installer à un endroit ou à un autre, ça. Donc cool, ça c'est pas perdu. On va ouvrir la boîte du jeu aussi. Parce qu'il me semble qu'il y a 2-3 petits trucs dedans encore. Ouais, il y a 4 cartes postales, une image lenticulaire. Donc, comment ça s'appelle ce truc-là, d'hologramme. Ce que nous, on appelait un hologramme, en tout cas à l'époque. Hop. Et donc, quelques cartes postales. Donc là, c'est des cartes postales vraiment du jeu, hein, des trucs en 3D, quoi. C'est pas ce qui... Ah ouais, mais alors déjà, mes murs sont en pierre, donc je ne peux rien y punaiser. Et les trucs en pâte à fixe finissent toujours par se casser la gueule, ce qui est chiant. Et oui,
Oui, oui, mais là j'en ai, je peux pas vous montrer, mais il y a plus, mes murs, c'est vraiment des murs à l'ancienne qui ont été peints, et la pâte à fixe tire pas bien dessus. Résultat, j'ai déjà des posters, par exemple des posters de Black Sad. Ils finissent très souvent par tomber au bout d'un moment. Je suis obligé de remettre la pâte à fixe, rappuyer et tout ça, machin. Et sinon, bah, pour mettre des posters, donc derrière d'ailleurs c'est un cadre Black Sad. Mais pour mettre des cadres comme ça, bah, il faut un gros perfo et tout ça, machin. Donc c'est l'ajout de posters et de trucs comme ça dans ma chambre, c'est compliqué. Par contre, en bas, c'est que du placo, ce que j'ai en bas, donc je peux le personnaliser un petit peu plus. Mais du Black Sad, j'en ai déjà beaucoup. Donc il y en a une derrière, je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai eu ça, je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi une série de, je sais plus comment ils appellent ça, mais de petits portraits qu'il a fait Guarnido, qui sont signés numérotés. Et, euh, et donc j'ai mis en cadre aussi, mais qui sont posés au-dessus d'un machin parce que je peux pas le poser, enfin je peux pas l'attacher au mur. Donc on arrive sur le truc vraiment important de la Wobat et que je suis assez impatient de voir parce que je vous ai attendu pour le mater, mais c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc déjà la boîte est assez cool. Hein, bon. Quitte à faire de l'unboxing, on va vous montrer la boîte. Alors, donc évidemment, polystyrène partout, plus un sachet en plastique. Ah, j'en fous partout. Alors, à quoi ça ressemble? Ah, c'est cool. Donc c'est une figurine en plâtre, visiblement, plus qu'en résine. Je saurais pas être sûr, mais je vais pas l'ouvrir pour vérifier. C'est assez détaillé. Ça se base principalement sur le jeu vidéo, j'imagine, mais c'est quand même plus beau que le jeu vidéo. Hein. Ça ressemble quand même un peu au dessin animé, enfin à la BD, on va dire. Donc sans être excellemment comment dire, sophistiqué dans les détails, bah déjà, les yeux, ils disent pas merde l'un à l'autre, c'est propre. Non, pour moi, pour le prix que je l'ai eu, en comptant que bah, je l'ai eu au prix du jeu normal, la version collector, donc bon, même si le jeu est pas terrible. Moi, ça correspond bien à ma petite collectionnite. Je suis content de la statuette. C'est pas du tout le niveau des fameux bustes dont je vous parlais. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Mais, euh, mais il va aller se poser dans ma collecte. On va garder les petits trucs. Et si jamais un jour, bon, ça m'étonnerait que je la revende, hein, mais si je vais garder de côté tout l'emballage pour le côté collectionnite aussi. Hein. Hop. Et j'essaierai le jeu. Si possible, si à un moment j'arrive à pouvoir streamer des jeux. Ah, il y avait un truc. Eh ben, je streamerai sûrement ce jeu-là. D'accord, donc un petit truc pour aller. Donc, c'est un lecteur de comics et de BD sur PC, Switch et compagnie. Je m'en fous. Hop là. Donc, je range tout, sauf ta petite statuette. Et donc, c'est Microids hein, qui a fait ce fameux jeu et donc cette collector. Donc, Microids qui sont pas connus pour faire les meilleurs trucs à licence du monde non plus. Hein. Hop, on va en prendre soin. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je vais vous montrer la fameuse petite vidéo qui est la bande-annonce du jeu, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu, puisque je ne vais pas pouvoir vous en faire un partage en direct, malheureusement. Alors, hop. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, mince, il n'est pas là.
Ah oui, c'est quand j'ai lancé l'autre vidéo. Alors, une petite seconde, excusez-moi, il faut que je retourne chercher la vidéo. La première. Voilà. Voilà. Hop. Désolé, j'avais prévu un peu mieux que ça. Mais tout à l'heure, quand j'ai lancé l'autre vidéo. Ah, il va plus vouloir. Oh là là, merde. Bon, bah, je peux pas vous montrer la dernière petite vidéo. Ah si, ça a l'air d'être bon. Oui, voilà, ça va être bon. Hop, ça tombe bien. Alors, je sais pas si vous avez le son. Est-ce que vous avez le son? Ah merde. Alors, on va voir ce que je peux y faire. Je suis désolé, hein, parce que là, avec StreamYard, il y a beaucoup plus de possibilités que j'aurais cru au début. Mais par contre, je comprends pas forcément tout. Couldn't we just talk it out? Wrong answer. John, I lost another one of my 9 lives. How many left? What if the only thing that keeps you going is the very thing that won't let you move on? Here's my incredible plan. Never leave destiny in the hands of fate. This'll help you change your mind. In your classic noir films and novels, solving a case never amounts to a happy ending. Don't. Believe me, it will haunt you as long as you live. The detective is always left with a sense of bitterness. I'm gonna kill you! That's my boy. I'm still waiting for the blows. Oh, c'est pas un jeu qui a été pensé pour les plus jeunes non plus, je pense. C'est aujourd'hui le jeu vidéo, c'est pas pour les plus jeunes, hein, c'est pour tout le monde. C'est des niches différentes, on va dire quoi. Après, c'est vrai que quand t'es fan de Guarnido plus que de Black Sad, du dessin plus que de l'histoire même, c'est très décevant. Et en plus, en tant que jeu, il n'est pas exceptionnel. Donc, moi, je me serais contenté d'un jeu moyen, mais avec un super dessin, ou en tout cas avec une comment dire une direction artistique forte et correspondante à Guarnido, quoi. Et ou d'un jeu avec ce dessin-là pas formidable, mais si le jeu avait été vraiment bon, quoi. Et là, il a ni l'un ni l'autre, donc heureusement qu'il y a la petite statuette. Et j'ai jamais pris le temps de le finir. Maintenant que je l'ai, bah, je vais sûrement me motiver pour essayer de le finir, quoi. Mais bon, ça reste.
Voilà, par rapport à ce que c'est Black Sad, à quel point ça aurait pu ce jeu vidéo-là, il aurait pu lancer une hype Black Sad de ouf et du coup, on aurait peut-être pu avoir des dessins animés, des machins, on peut rêver quoi. Black Sad pour moi, il a une force de frappe en tant que BD, même si la BD c'est pas hyper puissant, dans la pop culture, qui aurait pu justement, lancer une vague, un long métrage Black Sad animé comme on a vu le clip animé tout à l'heure. Et qui, comment dire, et qui, et qui aurait été aussi beau sur le, bah, ça aurait pu relancer le dessin animé, pas des trucs en CGI quoi, et marcher trop bien et faire revenir le côté beau dessin animé, en plus avec des, enfin, pas avec des Français, mais avec des Européens, on va dire, avec pas des Américains et pas le côté Disney quoi. Il y a du sexe. Il y en a dans le sens où il y a des scènes où on les voit coucher ensemble, mais c'est pas un truc visuel. Tu verras pas de trucs explicitement sexuels. Après, tu peux voir un nichon ou un truc comme ça, mais ça reste sobre, joli. C'est pas ça se veut pas glauque, ça se veut pas. C'est, on va dire qu'il y a une ou deux images qui pourraient être prises comme érotiques plus que comme porno, quoi. Donc il y a du sexe parce que dans la vie il y a du sexe, mais c'est pas le but du truc. Mais tu vois, dès la première image du premier tome, on voit la femme qui est étendue sur son lit et on voit plus ou moins sa poitrine. Donc grand public, je dirais pas grand public parce que les thèmes sont plus sombres et les références sont plus pour des gens qui ont vu des vieux films que les jeunes voudront pas voir, quoi. Donc je sais pas si c'est grand public. Après la BD a super bien marché parce que super bon dessin, donc et moi qui fais beaucoup justement des vides-greniers, des magasins d'occasion et tout ça, c'est très souvent que tu vois le tome 1. Pas forcément les autres tomes, mais le tome 1, tu le trouves très facilement. Ouais, ouais, mais je te dis, ils vont pas s'en empêcher. S'il doit y avoir une scène de sexe dans l'histoire, eh ben ils vont pas la cacher, ils vont pas s'empêcher de la mettre, mais par contre ils vont pas chercher à montrer ça. À la limite, les filles sont bien foutues, elles peuvent être mises en valeur et mises de côté un peu sexy. Mais je sais que par exemple, il y a un moment où on voit une fille qui est en soutif, qui est en train de se changer, donc elle se retrouve en soutif. Et le moment où elle enlève son soutif, elle est de dos. Ça servait à rien de nous le montrer, tu vois. Ça aurait fait voyeur. Il y a un moment où il y a une stripteaseuse. Et la stripteaseuse, on la voit en train de se dénuder, mais qui se tient le bout des tétons comme ça, comme une stripteaseuse le ferait en larguant son machin, quoi. Donc c'est pas racoleur, quoi. Il va y avoir des scènes qui se veulent un peu sexy, mais c'est pas racoleur. Donc bah voilà, si vous avez des questions sur Guanido, sur Black Sad, n'hésitez pas à en poser. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis désolé de le faire, hein, mais il faut bien le montrer. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Twitch et ou sur la chaîne de YouTube si vous voulez en voir plus. Comme ça, vous serez tenu au courant au moment où ça sort ou au moment où je suis en live. Je vais essayer de faire des lives le plus régulièrement et comme on a vu aujourd'hui avec un plus de support visuel si possible, histoire que ce soit moins chiant pour vous que juste voir ma gueule qui parle de quelque chose, quoi. Et en sachant que comme je peux pas faire de jeu à cause de ma petite connexion, en tout cas pour l'instant, bah je trouve que mettre des petits extraits de vidéos, des petits extraits d'images et tout ça, c'est le minimum que ce que je peux faire pour que ce soit intéressant ce genre de live, quoi. Alors ça je connais pas, c'est les Espagnols pour en juger. Ça vous a plu? Bon bah je suis très content. N'hésitez pas à me marquer des retours parce que j'essaie de trouver un système moins chiant. Moi je trouverais ça quand j'ai uploadé mes vidéos sur YouTube, forcément j'en ai revu des bouts et j'ai trouvé ça pas assez visuel. Il y a juste ma gueule en plein écran qui parle et qui montre des BD comme ça. Bah je vais essayer de travailler un peu plus pour donner un peu ce qu'on a vu aussi. Et dès que j'aurai une bonne connexion, donc en gros dès que j'aurai la fibre, ce qui devrait être en train d'arriver hein, dans les prochains mois. Eh ben, je vous montrerai donc par exemple ce jeu-là. J'ai un live prévu sur Binding of Isaac. Je sais pas si vous connaissez Binding of Isaac, mais c'est avant tout un jeu et X choses derrière
qui ont pu, comment dire, assouvir ma collectionnite aussi. Des peluches, des machins, des trucs et des trucs. Et donc Isaac, si je dois en parler, j'aimerais bien faire des parties du jeu, ce serait quand même complètement ouf. Et oui, Binding of Isaac, c'est un monument. Et moi, au début, la première fois que j'ai vu le genre qui fait, qui pleure sur des cacas et des mouches, la première fois, j'ai fait que c'était pas pour moi, quoi. Et pourtant, c'est moi aussi. J'y jouais tout à l'heure et c'est un des rares jeux où j'ai plus de 1000 heures de jeu sur le jeu, quoi. Et je l'ai encore loin de l'avoir fini. Là, je dois être à 370 trophées sur les 500 et des brouettes, enfin 600 et des brouettes qu'il y a, quoi. Donc je suis le jeu est très très loin d'être fini, quoi. Mais il est tellement chaud, quoi. Bah Repentance m'a tué, bah ouais, moi aussi, hein. Ah ouais, mais sauf que là, ça y est, moi Repentance, maintenant je suis bien dedans, j'ai presque tous les personnages teintés. Non là, Repentance, ça y est, je commence à vraiment m'en sortir. Après, Isaac et non, Ezo et alors je sais plus comment ils s'appellent les deux jumeaux là. Oh, c'est l'horreur. Les deux jumeaux, j'arrive pas. J'ai pas un seul trophée avec les jumeaux. Sinon, j'ai tous les personnages teintés. J'ai fini Beast, j'ai fini Mom, enfin Mother. Donc non, non, ça y est, Repentance, je commence à m'y habituer. Mais quand je l'ai pris, pareil que toi, j'ai fait ah, aïe. Mais Isaac, du coup, si t'es chaud, dès que je peux faire un jeu, une session jeu à Isaac, et si toi t'as l'air de bien connaître et tout ça, eh ben, je t'invite, on en parle, on y joue. C'est un truc dès que je pourrais faire quelque chose de plus multimédia que ce que j'ai actuellement, je serais hyper chaud pour ce genre de truc. Et il y a même, donc, et c'est surtout ça qui m'intéresse, il y a un jeu de cartes Isaac qui est sorti, pareil en Kickstarter et tout ça, qui est vraiment cool. Et j'y joue assez souvent avec des potes et tout ça qui viennent à la maison. Et il y a une version sur Steam c'est des jeux de plateau virtuels et il y a ce jeu-là qui fait partie. Oui, For Soul, je l'ai. Et il déchire. Et là, il a refait une campagne Kickstarter pour une version encore plus grosse avec encore 2000 cartes de plus et qui sera en français parce que pour l'instant, elle est que en anglais. Mais je te dis, il y a une version virtualisée de For Soul où tu es devant une table virtuelle avec tes cartes virtuelles, machin et tout ça. Ce qui fait qu'on pourrait presque y jouer aussi dès que, évidemment, tout fonctionnera bien. Et on pourrait aussi en faire une partie de For Soul avec. On peut y jouer, je pense, jusqu'à 8 et tout. Donc il y a moyen de bien s'amuser, quoi. Enfin, quand tu auras la fibre, un petit défi, ça te tente. Alors, Assassin's Creed, je connais, mais je n'y ai pas assez joué pour. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait un mode multi, quoi. Age of Empire 3, j'ai beaucoup joué au 2 à l'époque, mais pas joué au 3, j'ai jamais joué au 3, donc je ne serais pas performant, mais j'ai rien contre dans l'absolu. Par contre, si t'aimes ce genre de truc-là, moi je joue sur PC, PS4, tout ce qui me permet d'avoir des jeux que je pourrais pas avoir ailleurs en fait. PS4, il y a des exclus qui m'intéressent, les Bloodborne et compagnie, donc j'ai sauté dessus. Moi, c'est les jeux qui m'intéressent, c'est pas les machines. Euh, et à la limite, il y a un jeu auquel je joue souvent avec des potes et qui me fait penser un petit peu à Age of Empire et compagnie, c'est les Heroes of Might and Magic. Et ça, Heroes, ça c'est des parties qui pourraient être vraiment cool. Après, ça peut durer 3-4 heures, hein. Donc faut s'y mettre quand même, quoi. Mais ça, si à un moment on peut se faire ça, des parties comme ça ensemble, en live ou pas, on essaiera de mettre ça en place. Je suis chaud. Oui, c'est au tour par tour. C'est ça qui est cool. Justement. Du coup, même si ça lag un peu ou des trucs comme ça peut être streamable aussi en plus. Et en plus, ça peut se jouer facilement à deux sans que le côté celui qui clique le plus vite, c'est celui qui a le plus de ping, tu vois quoi. Bah écoute, pourquoi pas. Après, pour l'instant, je l'ai pas, Age of Empire 3. Donc de toute façon, il faudra que je me l'achète. Si on veut pouvoir y jouer. Mais dès que je peux twitcher du jeu, je vous tiendrai au jus. Et j'essaierai d'en profiter parce que ça reste quand même pour moi un des intérêts principaux. Ma chaîne, elle est là pour parler, donc essentiellement BD, comics, manga, jeux vidéo, films aussi. Mais films, j'aurais pas de support dans le sens où j'ai pas une collection de DVD comme Gilles peut avoir une collection de DVD.
Donc j'aurais rien à vous montrer, quoi. Mais parler de films avec des invités ou des trucs comme ça, moi je serais assez chaud aussi. L'idée donc c'est dans ma chambre, donc tout le bordel qu'il peut y avoir dans ma chambre, entre les figurines, les jeux vidéo, les trucs de ma chambre, quoi. Donc vous montrer un petit peu mes collègues et les jeux en font partie, y compris du rétro gaming, de la NES, de la Super NES, de la Dreamcast. Mais tous ces trucs-là, oui, oui, oui. Eh bien, j'y compte bien, mais ça, on en parlera un petit peu entre nous, Yann, histoire de préparer le truc. Et je pense, dans une semaine, 15 jours, on essaie de se mettre ça pour un pour un dans ta chambre, du coup, sur donc ta collecte de VHS. On se trouve un film ou un bouquin ou une peinture qu'on a envie qui nous parle à tous les deux et qu'on a envie d'en discuter un petit peu, même si on n'est pas d'accord, pour faire un truc qui dure au moins 1 h 30, 2 heures quand même, que ce soit intéressant, quoi. Mais on se prévoit ça dès que possible. Bah donc, à part si vous avez d'autres questions sur ce thème-là ou sur les thèmes qui pourraient venir dans les prochaines vidéos, je peux vous dire un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, Isaac, Guarnido, c'est fait. Alors, je sais pas ce que j'en ai foutu, mon petit papier. J'ai une petite liste hein, des différents dans ma chambre qu'on pourrait faire. J'ai paumé. Mais j'en ai quelques-uns de prévenus et je vais essayer de les bosser pour avoir un support visuel comme aujourd'hui. Si vous avez, n'hésitez pas à me dire sur Twitter, ici, ou même en commentaire sur YouTube, à me dire ce que vous avez trouvé mieux dans cette vidéo que dans l'autre, ou moins bien, ou enfin dans les autres. Ce que vous aimeriez bien que je puisse apporter, dans la limite de mes compétences évidemment. Et comment faire évoluer le format qui, je pense, peut être intéressant. Euh, Oui, 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 mais tu vois, ma chambre, pour moi, moi j'ai toujours vécu dans ma chambre. Quand j'étais chez mes parents, quand j'étais en coloc pendant longtemps, et maintenant ici c'est une de mes plus grandes pièces, donc c'est là qu'il y a ma collègue, c'est là qu'il y a tout. Donc pour moi, dans ma chambre, ça veut dire mes collègues, quoi, en gros. Mais tu sais, c'est comme le joueur du grenier qui a jamais fait ses vidéos dans son grenier, quoi. Ou le grenier de Yann. Tu vois, c'est histoire de dire. Après, dans ma chambre, dans ta chambre, dans sa chambre, exactement, on se comprend. Bon, bah écoutez, du coup, moi je vais laisser le live tel quel. On va essayer. Alors attendez, parce que ça, je sais pas comment on peut faire. On va aller regarder s'il y a quelqu'un d'intéressant chez qui je peux vous envoyer. Est-ce qu'il y a des gens. Ah, il y a un truc qui peut être intéressant, et toi qui va peut-être bien t'intéresser en plus. Il y a- Je sais pas si tu connais Histoire appliquée, qui est sur Twitch aussi, et qui, comment dire, qui parle d'histoire appliquée, évidemment. Et qui fait donc des lives. Donc souvent, en ce moment, c'est des lives sur Forge in Fire où il explique en quel point c'était intéressant ou pas la façon de montrer une forge. Enfin, ce truc de forge. Et alors, j'essaie de voir si je peux vous envoyer vers eux. Alors, comment on fait ça? Désolé, hein, je suis débutant, donc il y a des trucs. Oui, tu connais. Cool. Alors, il y a énormément de films comme ça qui, au moment où ils sont sortis, se sont fait déglinguer et on n'aurait jamais cru ça.
Quand nous on l'a connu, c'était des trucs déjà hyper reconnus par tout le monde, on va dire quoi. Donc moi ça m'étonne pas. Tu vois, The Thing, j'aurais jamais cru que c'était un truc qui s'était fait défoncer à sa sortie. Bon bah écoutez, je trouve pas comment raider quelqu'un d'autre sur Twitch. Je vais me renseigner pour apprendre à le faire, histoire de jouer le jeu quoi. Et puis je pense comme ça, si ça peut vous faire découvrir différents personnes que je suis sur Twitch qui sont intéressants et que vous connaissez pas forcément, bah vous y envoyez quand besoin. Donc bah là, je sais pas le faire, donc on va éviter. Bah en tout cas, je vous dis merci d'avoir été là, d'être passé, d'être resté, d'avoir discuté dans le chat et tout ça, d'avoir donné des retours. Franchement, j'insiste, hein, mais c'est ce qui va être le plus important pour l'instant, c'est de donner des retours sur ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, bah voilà, on se donne rendez-vous bientôt. Rien que ça, bah merci, c'est gentil. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens avec qui partager ce genre de trucs. Donc, bien sûr, Yann, je te dis, on en recose, on évite de dire tout à tout le monde avant de le faire. Mais oui, oui, c'est prévu, on fera ça. Norman aussi, sur du Isaac ou sur autre chose et tout ça, mais on fera aussi un dans sa chambre, enfin un dans ta chambre du coup, sur quelque chose qui t'intéresse, si ça t'intéresse de le faire, bien sûr. Ça peut être aussi sur tes bouquins et tout, mais il faudra d'abord que je les ai lus, je pense. Mais merci Yann. Mais on en recose, on se revoit ça. En tout cas, bah, je vous laisse tranquille, profiter de la fin de votre soirée. Moi, je vais aller manger. Et puis, bah, merci à tous. À bientôt. Et mettez des pouces bleus, likez, subez, tous les machins qu'il faut, comme ils disent les vrais youtubeurs. Allez, à tout bientôt. Trop cool de vous avoir vu, les gars. Bientôt.